Olivia Biba, qui est responsable adjointe du comité d'élaboration du plan national de vaccination. Ce plan national de vaccination qui a été présenté également au Premier ministre, chef du gouvernement. Bienvenue à vous, docteur, et merci d'avoir accepté d'être des nôtres pour commenter ce rendez-vous de l'actualité au niveau du Gabon. Merci de nous avoir invités et bonjour à vous. Alors, il faut déjà dire qu'au niveau de l'immeuble à Rambaud, les officiels sont déjà installés. D'ailleurs, dans quelques instants, nous pourrons avoir les premières allocutions, mais pour l'instant, revenir sur ce plan de vaccination, ce plan national de vaccination. Docteur, aujourd'hui, qu'entend-on par plan national de vaccination ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2021 et ça fait maintenant un an et quasiment 10 à 12 jours que le Gabon a déclaré son premier cas de Covid-19. C'était le 12 mars 2020. L'épidémie allait de façon galopante. Le gouvernement a mis en place deux piliers pour la riposte à l'épidémie, notamment le diagnostic, la prise en charge des cas. Et maintenant, le gouvernement est en train a introduit, je peux le dire aujourd'hui, a introduit le troisième pilier de la lutte qui est la vaccination. Et c'est au travers d'un plan. Alors, au Gabon, lorsqu'on parle du plan national de vaccination, il y a le vaccin Sinopharm arrivant en terre gabonaise il y a moins d'une semaine. Comment, selon vous, en tant que médecin, l'arrivée de ce vaccin et avec le début de la campagne de vaccination lancée d'ailleurs, puisqu'on a vu le premier citoyen gabonais à se faire vacciner, qui est un professeur émérite en médecine, comment cela a été accueilli, selon vous ? Il faut dire que le Gabon a eu cette véritable opportunité. D'accord. Vous me pardonnerez, je veux vous interrompre puisque le ministre gabonais de la Santé s'exprime déjà pour cette conférence de presse. On regarde et on se retrouve juste après. Suite à son allocution du 31 décembre 2020, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait instruit le gouvernement à élaborer un plan national de vaccination à l'effet de pouvoir procéder rapidement à la vaccination contre la Covid-19. À cet effet, le lundi 22 mars, le plan national de vaccination a été présenté par Madame le Premier ministre. Ce plan a été validé et approuvé par Monsieur le Président de la République et la mise en œuvre de ce plan a démarré le mardi 23 mars 2021 par la vaccination du président de la République, chef de l'État, qui a montré l'exemple. Il a lui-même dit qu'il allait se faire vacciner et il l'a fait. Le même mardi 23 mars, nous avons assisté au démarrage de la vaccination des personnels de santé qui sont éligibles en premier lieu à cette vaccination. Et ce matin, avec vous, nous étions au démarrage de la vaccination avec les membres du gouvernement. Il faut dire que la lutte contre la Covid-19 se déroule aujourd'hui en 4 phases. La première phase a été la phase de la sensibilisation sur la pandémie. La deuxième phase a été la phase du dépistage pour la pandémie de la Covid-19. La troisième phase est celle de la thérapie, où effectivement il y avait tout un débat sur la vaccination, plutôt les traitements pour les personnes vivant avec la Covid-19. Vous avez suivi comment nous avions décliné la stratégie pour la prise en charge aussi bien des patients qui étaient asymptomatiques, qui étaient suivis en ambulatoire, et les personnes qui présentaient les symptômes, les cas graves, qui étaient pris en charge dans des structures hospitalières définies et agréées par le comité technique. Aujourd'hui, nous sommes à la phase 4 de la stratégie de riposte contre la Covid-19, c'est la phase de la vaccination. La vaccination constitue aujourd'hui l'un des seuls moyens qui pourra nous permettre de pouvoir nous protéger contre cette pandémie dont le monde aujourd'hui fait face. S'il vous plaît. Il était important de vous présenter la situation épidémiologique actuelle.
Cette courbe montre l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, qui s'est déroulée en 3 phases. Nous avons la première phase qui est partie du 1er mars, où nous avons connu la première vague. Cette première vague a été suivie d'une phase d'accalmie qui s'est déroulée autour du mois de septembre à novembre. Et à partir de novembre, nous avons vu progressivement monter le nombre de nouvelles contaminations. Ces contaminations ont été accélérées au mois de janvier, février, et aujourd'hui, nous avons une seconde vague très importante avec un nombre de contaminations très élevé. Cette même courbe que vous apercevez, lorsque vous regardez la moyenne, vous remarquerez que la seconde vague, le pic de la seconde vague est nettement supérieur au pic de la première vague, ce qui montre le caractère redoutable de la seconde vague de la. Cette courbe, ce diagramme plutôt, cet histogramme montre que le nombre moyen de personnes contaminées par la Covid-19 lors de la première vague était autour de 80, c'est-à-dire lorsqu'on avait atteint le pic au niveau lors de la première vague, nous étions autour de 80 personnes contaminées jour. Or, aujourd'hui, avec la seconde vague, nous sommes autour de 160 à 170 nouvelles contaminations par jour. Donc, il y a un dédoublement du nombre de nouvelles contaminations observées durant cette seconde vague. D'une manière globale, cette courbe épidémiologique fait le tracé de la situation de la pandémie de la Covid-19, où nous avons eu un premier clocher qui traduit la première vague de la Covid-19 et diapo, s'il vous plaît. Et nous amorçons, à partir du mois de décembre, nous avons amorcé cette seconde vague qui est beaucoup plus brutale avec des chiffres importants. Nous avons, vous voyez, au mois de juin, atteint le pic avec 2797 cas de contamination. Or, aujourd'hui, nous sommes sensiblement à plus de 4000 contaminations pour cette seconde vague. Pour ce qui est des décès, en juin 2020, lors de la première vague, nous avons atteint le pic des décès au mois de juin avec 25 décès. Or, n'ayant même pas terminé le mois de mars, nous sommes déjà à 25 décès. Cela voudrait dire que dans l'histoire aujourd'hui de la pandémie de la Covid-19, le mois de mars 2021 aurait été le mois le plus meurtrier de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, parce que nous allons terminer ce mois avec plus de 25 décès. Lorsqu'on regarde la répartition des décès Covid-19, sur les 102 décès enregistrés depuis le 12 mars, depuis le 3 mars 2020 à ce jour, nous remarquons que 49% des décès sur l'ensemble des décès a eu lieu entre janvier et mars 2021. La majorité des décès que nous avons enregistrés a eu lieu entre janvier et mars 2021. Ce qui dit que nous avons face à nous une seconde vague qui est meurtrière, une seconde vague qui est redoutable et sur laquelle nous devons rapidement intervenir. Cette intervention urgente passe par la vaccination, telle que l'a décidé le président de la République, chef de l'État. La vaccination dont l'objectif est de réduire la morbidité et la mortalité liées à la Covid-19, avec comme objectif de vacciner 50% de la population. Qu'est-ce qu'on entend par réduire la morbidité et la mortalité? C'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui ne tombent plus malades à cause de la Covid-19 et qu'il n'y ait plus beaucoup de morts liées à la Covid-19. Mais pour cela, il faut qu'on vaccine
la moitié de la population. Comme objectif spécifique, c'est d'assurer la vaccination à 90% des populations éligibles et c'est de mettre en place un système de pharmacovigilance pour enregistrer et évaluer la tolérance des différents vaccins. Comment est organisée la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au Gabon? Il existe aujourd'hui deux principales instances. Nous avons l'instance de coordination nationale qu'est le COPIL, qui est présidée par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, avec les autres membres du gouvernement. Et comme vous savez, ce COPIL a deux instances d'appui, le comité technique, qui est présidé par le général Choi, et le comité scientifique. Mais pour la campagne nationale de vaccination, un comité national de vaccination a été créé pour gérer tout le dispositif de vaccination qui va être mis en place dans notre pays. Et ce comité national de vaccination est présidé par le professeur Bouillou et avec deux vice-présidents, un vice-président qui est le directeur du programme élargi de vaccination et un vice-président qui est le général Meniembo, représentant les services de santé militaire. Ce comité national de vaccination présente les sous-commissions suivantes. La sous-commission médico-technique qui a pour rôle d'organiser les centres de vaccination, de voir comment les agents vaccinateurs vont travailler, les doses de vaccins, de travailler avec des psychologues. Donc ça, c'est la sous-commission médico-technique. La sous-commission pharmacovigilance gère l'après-vaccination, aussi bien l'après-vaccination immédiat que l'après-vaccination tardif, pour s'assurer que toutes les personnes qui ont été vaccinées ne présentent pas des effets indésirables. Et si jamais ces personnes présentaient des effets indésirables, il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour pouvoir procéder à la gestion de ces effets indésirables. Et il y a la sous-commission logistique qui a pour mission de veiller à la bonne conservation des vaccins. Vous avez vu les vaccins arriver par un vol spécial. Ces vaccins ont été stockés à l'Office pharmaceutique national qui dispose des chambres froides qui répondent aux normes pour pouvoir assurer la bonne conservation des vaccins. Cette sous-commission logistique est la commission qui a disponibilisé les vaccins dans les formations sanitaires aujourd'hui qui font de la vaccination. Il y a la sous-commission gestion de données. C'est cette sous-commission qui collecte toutes les informations journalières produites par les différentes structures sanitaires pour envoyer au niveau central afin que nous puissions, comme dans le cadre des contaminations, dans le cadre du dépistage, communiquer régulièrement sur le nombre de personnes qui ont été vaccinées dans notre pays, éventuellement s'il y a des effets secondaires qui ont été enregistrés dans les différentes structures. Nous avons la sous-commission finances et administration qui s'occupe de tout ce qui est évaluation des besoins en termes de vaccination, évaluation des besoins en termes de seringues, de tout ce qu'il faut, toute la logistique financière pour pouvoir, toute la finance pour pouvoir avoir une bonne évaluation. La sous-commission hygiène et assainissement, parce que nous avons des flacons que nous utilisons, nous avons des seringues et tous ces déchets médicaux doivent être bien gérés pour éviter que ces flacons ne se retrouvent dans des marchés ou dans la rue où les enfants peuvent jouer avec. Et enfin, la sous-commission suivi-évaluation pour faire de la supervision et pour pouvoir faire des points d'étape. Quelles sont les cibles qui ont été identifiées pour la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19? Nous avons le personnel de santé des secteurs civils, militaires et privés, qui est estimé aujourd'hui à 13 000. Nous avons les forces de sécurité et de défense, les personnes ayant des comorbidités, plus particulièrement
les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle, du diabète et d'autres pathologies qui constituent des comorbidités, notamment l'obésité, l'asthme et d'autres pathologies qui sont assez fréquentes et qui constituent des comorbidités pour ces personnes. Nous avons également identifié comme cible les travailleurs des secteurs à risque élevé, notamment les enseignants du secondaire, mais aussi les commerçants. Il faut dire que l'identification de ces cibles a été faite à partir des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, avec laquelle nous avons travaillé pour l'élaboration de ce plan national de vaccination, que je tiens à remercier, et aussi avec l'UNICEF. Il y a des cibles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, mais il y a aussi des cibles qui ont été définies par rapport au vécu de la riposte dans notre pays. C'est ce qui nous a permis de fixer ces différentes cibles prioritaires dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19. Quelles sont les personnes qui ne sont pas éligibles? Parce que nous avons des personnes éligibles et les personnes non éligibles. Les personnes qui ne sont pas éligibles, ce sont des personnes ayant eu une infection à Covid-19 datant d'au moins de 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une infection à Covid-19 aujourd'hui, il faut attendre 3 mois pour que je me fasse vacciner. Donc, toutes les personnes qui ont eu une infection à Covid datant de moins de 3 mois ne doivent pas se faire vacciner. Il faut qu'il y ait au moins 90 jours de passé pour pouvoir se faire vacciner. Il y a les personnes qui font des allergies au vaccin. Plusieurs personnes d'entre vous ont été vaccinées et ont développé des allergies. Mais en termes d'allergies, il y a des grades. Il y a des allergies minimes qui ne sont pas du tout considérables et il y a des allergies majeures, des allergies graves. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous irez faire la vaccination, le médecin qui va vous poser des questions vous posera la question: est-ce que vous développez des allergies lors de la vaccination? Si vous dites oui, il y a toute une étude qui sera faite sur vous pour savoir est-ce qu'on peut vous vacciner ou pas. Il y a également, les personnes présentant des troubles de coagulation sanguine. Ce sont des débats aujourd'hui qu'il y a dans des pays développés, notamment en Europe, où on parle des troubles de la coagulation liés à la vaccination. Donc, pour l'instant, selon les recommandations internationales, les personnes qui présentent des troubles de coagulation sanguine ne sont pas éligibles à la vaccination. Il en est de même pour les personnes ayant des maladies de système, et la vaccination, pour l'instant, n'est pas prescrite aux enfants de moins de 18 ans. Quels sont les principes directeurs pour cette vaccination? Le premier principe, c'est une vaccination basée sur le volontariat. La vaccination n'est pas obligatoire. La vaccination, elle est volontaire. Ça veut dire qu'on n'oblige personne à se faire vacciner. Par contre, nous recommandons vivement à la population gabonaise de se faire vacciner. Parce que, comme je vous ai dit, le vaccin aujourd'hui est l'une des seules issues pour pouvoir sortir de cette pandémie contre la Covid-19. Il y a le consentement éclairé. Qu'est-ce qu'on entend par consentement éclairé? C'est qu'on vous explique, lorsque vous allez au centre de vaccination, on vous explique le bien fondé de la vaccination, et après avoir reçu toutes ces informations, vous dites: je donne mon consentement éclairé, je veux me faire vacciner. Enfin, il y a la pharmacovigilance. Donc, il y a un dispositif de pharmacovigilance qui est mis en place pour enregistrer, pour évaluer, pour analyser tous les effets indésirables qui peuvent survenir chez une personne qui a été vaccinée. Ce matin, je me suis fait vacciner et je rentre dans le processus de pharmacovigilance pour savoir si j'ai un mal de tête, si je fais de la fièvre, si j'ai une éruption cutanée, si je ne me sens pas bien.
C'est ça la pharmacovigilance. Et toutes ces personnes qui ont été vaccinées, lorsqu'elles ressentent un moindre petit symptôme, doivent aller dans des structures sanitaires, expliquer aux médecins les maux qu'elles ressentent. Et le travail que la sous-commission pharmacovigilance fera, c'est de s'assurer que les symptômes que ces personnes présentent ont un lien avec la vaccination. S'il y a un lien avec la vaccination, il y a une prise en charge spécifique qui peut se faire. S'il n'y a pas de lien avec la vaccination, on traitera la maladie qui est à l'origine des symptômes et on restera attentif sur la surveillance qui se fera. Donc, c'est un pan très important dans le dispositif sanitaire, dans la stratégie de vaccination nationale, la pharmacovigilance. La pharmacovigilance est un préalable pour tous les pays qui font de la vaccination. Tous les pays qui font la vaccination, parce que les fabricants des vaccins exigent que les pays puissent mettre en place le système de pharmacovigilance. Et cette pharmacovigilance se fait en appui avec l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir nous aider dans tout le dispositif qui est mis en place pour assurer cela. Nous nous faisons également appuyer par le CERMEL à Lambaréné, qui est spécialisé aujourd'hui dans des études liées au vaccin. Vous savez qu'il y a, dans un passé récent, peut-être que c'est toujours d'actualité, il y a des recherches qui se faisaient sur le vaccin contre le paludisme. Et c'est le CERMEL qui a mené ces études. Donc ils sont bien aguerris dans tout ce qui est pharmacovigilance, ainsi que la faculté de médecine. Quels sont les grands axes stratégiques que comporte le plan national de vaccination? Le premier axe stratégique est de susciter l'adhésion de 90% des cibles prioritaires par la vaccination. Ces cibles vous ont été présentées et l'objectif, c'est que toutes les cibles puissent être vaccinées. Le deuxième axe stratégique, c'est acquérir des vaccins de qualité. Et là, sur cet objectif, nous avons reçu des instructions claires que les vaccins qui doivent être disponibilisés, les vaccins qui doivent être administrés au Gabon doivent être des vaccins de qualité, des vaccins efficaces, des vaccins qui donnent le moins d'effets indésirables. Et c'est pourquoi dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous nous attelons à ce que les vaccins qui seront administrés à la population gabonaise soient des vaccins de qualité, des vaccins efficaces pour une meilleure protection de la population. L'axe stratégique 3, c'est d'organiser une campagne de vaccination efficace en mettant en place des centres de vaccination d'accès facile à la population avec des équipes, des personnels de santé dédiés à la tâche. Et vous l'avez vu depuis hier dans les différentes structures sanitaires, comment le personnel de santé est organisé, comment le personnel de santé est mobilisé pour pouvoir procéder à la vaccination de la population désireuse. Enfin, le suivi et évaluation par la pharmacovigilance. Pour ce qui est de l'adhésion, il est nécessaire que nous puissions communiquer. C'est pourquoi les plus hautes autorités nous ont demandé de procéder à la présentation officielle du plan national de vaccination. Nous devons intensifier la communication pour que le plus grand nombre puisse être bien informé de la stratégie vaccinale. Cette intensification de la communication a commencé à travers les réseaux sociaux, les spots publicitaires, les messages avec des spots télévisés et à la radio. Nous procédons également à la sensibilisation des leaders d'opinion, parce que ça fait partie des stratégies en santé publique, la sensibilisation des leaders d'opinion pour que ces leaders d'opinion puissent adhérer à la cause et eux, à leur tour, ils vont relayer l'information auprès de leur communauté. Ce matin, le Premier ministre a reçu les leaders religieux qui ont été sensibilisés sur la vaccination contre la Covid-19 et ils ont marqué leur intérêt à soutenir l'action du gouvernement parce que c'est une activité nationale, une activité républicaine dont le seul objectif est de protéger la population gabonaise. Donc, nous avons commencé avec les leaders religieux. À partir de demain,
nous allons poursuivre notre caravane de sensibilisation au niveau des institutions. Demain à 13h, nous allons sensibiliser les sénateurs, les vénérables sénateurs, et les autres institutions vont être également sensibilisées. Il y aura la sensibilisation des responsables politiques. Nous allons demander l'adhésion de certains influenceurs des réseaux sociaux et nous comptons également sur vous, les communicants, sur vous, la presse, pour relayer la bonne information. Parce que la vaccination a commencé et nous allons gérer ce qu'on appelle l'infodémie. C'est toutes les infox qui sont liées à la vaccination. Nous devons combattre ces infox ensemble pour que la population puisse adhérer à la vaccination contre la Covid-19. Il y a la sensibilisation des groupes cibles qui se fait. Nous remercions les syndicats des personnels de santé. Nous remercions tous ceux qui procèdent aujourd'hui à la sensibilisation des groupes cibles, notamment le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les associations des malades atteints de diabète, qui sont tous sensibilisés pour pouvoir adhérer à cette campagne de vaccination, parce que ce sont des personnes vulnérables, de par leur métier, mais aussi de par leur état de santé. Nous allons poursuivre la sensibilisation communautaire avec les associations de lutte contre les maladies, les associations des jeunes, les associations de femmes, et sensibiliser des personnalités publiques et des leaders d'opinion. C'est un axe stratégique important et fondamental, parce que si nous ne communiquons pas bien, si nous n'arrivons pas à susciter l'adhésion de la population par rapport au bien fondé de la vaccination, effectivement, il y aura une hésitation et c'est notre pays qui sera exposé. Ce sont de nombreuses familles qui continueront à perdre les leurs à cause de cette pandémie de la Covid-19. Pour cela, en termes de communication, nous avons créé un numéro vert gratuit, le 1314, que vous pouvez appeler 24 heures sur 24, où il y a des opérateurs disponibles pour, avoir des informations sur la campagne de vaccination, mais deuxième, pour vous faire enregistrer. Vous donnez votre nom, votre prénom, les opérateurs vont vous orienter et ça permet de pouvoir programmer, de pouvoir vous programmer pour vous faire vacciner contre la Covid-19 dans les sites agréés par le Comité national de vaccination. Il y a également un site web qui est en train d'être finalisé pour que des personnes puissent faire des inscriptions en ligne pour la vaccination. Il y a un travail qui est fait par le Comité national de vaccination pour gérer la programmation des personnes désireuses de se faire vacciner. Concernant l'axe stratégique 2, qui est d'acquérir des vaccins de qualité, des vaccins efficaces, nous avons aujourd'hui 4 actions que nous menons au niveau international. Nous avons 2 grandes actions avec des partenaires internationaux multilatéraux, dans le cadre de l'initiative COVAX et dans le cadre de l'initiative de l'Union africaine. Pour ce qui est de l'initiative COVAX, certains d'entre vous poseront la question où est-ce que nous en sommes par rapport à l'initiative COVAX. Il s'avère que COVAX est une initiative soutenue par l'OMS et par Gavi pour faciliter l'accès équitable à la vaccination des pays en développement, en voie de développement. Le Gabon a adhéré à l'initiative COVAX. Par contre, nous constatons qu'il y a un petit retard dans l'avancement de ce partenariat. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la classification de COVAX, COVAX a des pays prioritaires dans lesquels il donne gratuitement les vaccins. Et comme le Gabon est considéré comme pays à revenu intermédiaire transsupérieur, il est demandé au Gabon de pouvoir payer à moindre coût les vaccins. Et donc, les discussions qui se font avec ses partenaires, c'est de leur dire que, pourquoi 2 poids 2 mesures? Le principe d'équité devrait être respecté lorsqu'on parle de vaccination.
il n'y a pas, tout le monde devrait avoir le même traitement. Il ne devrait pas avoir certains qui sont favorisés et d'autres qui ne le sont pas. Mais malheureusement, nous sommes classés pays à revenus intermédiaires transsupérieurs et le président de la République nous l'a clairement dit que poursuivez les négociations parce que je mobiliserai toutes les ressources nécessaires pour la vaccination de la population gabonaise. Nous avons l'initiative COVAX qui propose des vaccins tels que Pfizer, Moderna et AstraZeneca, dont l'objectif pour l'initiative COVAX est de vacciner 20% de la population. Ces 20% constituent la population à risque, qui est estimée aujourd'hui à 455 000 personnes. Cette population à risque. Donc, avec l'initiative COVAX, l'objectif aujourd'hui est d'acquérir 1 million de doses pour pouvoir vacciner les 20% de la population. Nous travaillons également avec l'initiative de l'Union africaine à travers CDC Africa, qui nous propose des vaccins tels que Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna et AstraZeneca. Nous sommes en négociation avec l'Union africaine. C'est le même mécanisme que COVAX. Le Gabon n'est pas éligible à la gratuité. Toujours, on ne sait pas pourquoi cette stigmatisation. Donc, il y a des négociations qui sont en cours pour que le gouvernement, pour qu'une cotation soit faite au gouvernement afin de nous permettre de pouvoir acquérir ces vaccins à travers ces mécanismes. Nous avons, grâce aux partenaires chinois, reçu 100 000 doses de vaccins Sinopharm, dont de la République populaire de Chine, et la République populaire de Chine vient en aide à plusieurs pays africains dans le cadre de l'accès à la vaccination. Il y a également le partenariat avec la Russie à travers le vaccin Sputnik V. Lundi, nous avons formalisé le partenariat, la convention qui lie le gouvernement gabonais à l'Institut Gamaleya de Russie pour pouvoir acquérir ces vaccins. Donc la semaine prochaine, la Russie va nous faire part des premières quantités de vaccins Sputnik qui seront livrés au Gabon. Nous vous tiendrons informés par rapport à cela. Ces vaccins, lorsqu'ils sont achetés, sont stockés à l'Office pharmaceutique national, qui est une centrale d'achat et qui a la spécialité de pouvoir gérer les produits pharmaceutiques selon les normes OMS et UNICEF. Ces vaccins sont stockés au niveau de l'Office pharmaceutique national et nous ravitaillons avec le comité logistique les différentes formations sanitaires qui disposent des réfrigérateurs répondant aux normes. Ces réfrigérateurs capables de pouvoir garder les vaccins aux températures allant de 2 à 8 degrés. Comment organiser de manière efficace la campagne de vaccination contre la Covid-19? Nous avons retenu 4 phases, 4 grands temps pour la vaccination contre la Covid-19. La première phase, c'est la phase S1, qui est une phase d'observation. Nous avons commencé la vaccination mardi, hier, le 23, et nous allons avoir 2 semaines d'observation pour mieux apprécier la tolérance du vaccin au sein de la population. Les équipes de pharmacovigilance vont faire un travail de fond pour s'assurer que le vaccin est bien toléré. Cette phase se déroulera dans les 3 CHU de Libreville, les 2 hôpitaux militaires, à l'hôpital sino-gabonin et à l'hôpital d'Akanda, à l'hôpital de campagne d'Akanda. Vous poserez la question, pourquoi pas les autres structures? Le choix de l'hôpital sino-gabonais a été fait parce que, tout simplement dans le cadre du don de 100 000 doses de vaccins, la République populaire de Chine nous a demandé de réserver 3 000 doses de vaccins pour les ressortissants chinois vivant au Gabon. À cet effet, nous avons privilégié que cette vaccination se fasse à l'hôpital chinois sino-gabonais où il y a également des médecins chinois.
La phase 2, après la phase d'observation, consistera à étendre la vaccination hors de Libreville, c'est-à-dire dans les autres provinces du Gabon. Il s'agira de la province de l'Ogooué-Maritime, où nous avons une prévalence autour de 8%, et la province du Haut-Ogooué, où nous avons une prévalence de 10%. Il faut dire qu'après la province de l'Estuaire, les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime constituent les grands épicentres de la pandémie contre la Covid-19. Nous allons aussi procéder à une extension progressive de la vaccination vers les centres de santé de Libreville et vers les centres de santé de Libreville, vers les infirmeries militaires et le secteur privé. L'objectif est d'avoir, à partir de la phase 2, une vaccination de proximité pour que les populations ne fassent pas des grands déplacements et puissent se faire vacciner dans le centre de santé le plus proche, dans l'infirmerie militaire la plus proche ou dans certaines cliniques qui seront agréées par le comité de vaccination. La phase 3, ce sera la phase d'extension dans les autres provinces du Gabon pour que nous ayons une couverture nationale, que la vaccination puisse se faire dans toutes les provinces du Gabon. Je parle dans toutes les provinces du Gabon, mais peut-être pas dans tous les départements du Gabon. Parce que lorsque nous suivons avec précision la surveillance épidémiologique, nous constatons qu'il y a des départements dans notre pays où il n'y a pas eu de cas de Covid-19. À partir de ce moment-là, ces départements ne sont pas prioritaires dans le cas de la vaccination. S'il y a besoin de procéder à la vaccination dans ces départements, nous organiserons l'itinérance, c'est-à-dire une campagne de vaccination itinérante pour pouvoir procéder à la vaccination dans ces départements. La phase 4, ce sera la phase d'intensification de la vaccination avec les unités mobiles, avec la mise en place des vaccinodromes dans les mairies, dans des administrations, dans des lieux de culte, où nous procéderons à l'intensification de la vaccination. Mais cette phase 4 ne sera déployée que si et seulement si nous avons des doses de vaccins suffisantes, des doses de vaccins suffisantes, et si et seulement si nous sentons une adhésion massive de la population. À ce moment-là, nous ne resterons plus sur une vaccination hospitalière, nous allons véritablement rentrer vers une vaccination communautaire pour toucher le plus grand nombre des personnes désireuses de se faire vacciner. Cette campagne, je vous le disais, qu'elle aura lieu à Libreville, dans les provinces, avec des unités mobiles, et nous avons identifié aujourd'hui 114 sites de vaccination. Dans ces 114, nous avons 110 sites de vaccination fixes et 4 sites de vaccination mobile à travers les unités mobiles que vous connaissez, avec lesquelles nous avons fait des dépistages de la Covid-19 et avec lesquelles nous avons effectué le dépistage des cancers du col. Pour ce qui est de la composition des équipes de vaccination, lorsque vous irez sur les sites de vaccination, ces sites sont constitués de médecins, de psychologues, d'agents vaccinateurs, d'infirmiers, d'agents administratifs, des opérateurs de saisie, des personnes qui sont là pour l'hygiène, mais également des volontaires pour assurer l'accueil. Donc c'est un personnel de santé qualifié qui a l'habitude de la vaccination, parce que nous avons un programme élargi de vaccination qui organise régulièrement, au moins 2 fois par an, des campagnes de vaccination de masse et qui organise régulièrement de la vaccination de routine. Donc la vaccination, c'est un geste, c'est une activité connue au Gabon, donc ça ne nécessite pas une expertise extérieure pour pouvoir mettre en place cette activité de vaccination. Les sites de vaccination ouvriront de lundi à samedi, de 8h à 14h. Le nombre moyen de personnes à vacciner par site
est de 50 à 200 personnes. Le nombre moyen de personnes à vacciner est de 50 à 200 personnes. La durée d'observation post-vaccinale, c'est-à-dire lorsque vous venez de vous faire vacciner, vous allez attendre 15 minutes pour savoir si les personnes ne développent pas les effets indésirables. Le professeur Bouillou reviendra sur toutes les spécificités liées à la vaccination, la fiche de consentement éclairée, les questionnaires qui vont vous être administrés, même la quantité de vaccin qui va être inoculée en termes de doses, elle reviendra sur toutes ces spécificités. Et un chronogramme de suivi est fait pour que les personnes puissent être régulièrement suivies, soit les psychologues les appelleront, ou bien ces personnes se manifesteront auprès des centres de vaccination pour pouvoir informer l'équipe vaccinale sur la présence ou pas des effets indésirables. Le vaccin dont nous disposons, c'est le vaccin Sinopharm. Il s'injecte en 2 doses. La première dose et la deuxième dose se fait 3 semaines plus tard pour pouvoir avoir les 2 doses de vaccin, donc 21 jours plus tard. Nous parlons de la mise en place du comité de vigilance qui prend le relais après la vaccination. Il y a la tenue d'un dossier d'observation médicale pour chaque patient, la délivrance d'un carnet de vaccination pour toute personne vaccinée. Au début, nous avons voulu faire un carnet de vaccination papier, mais nous nous sommes dit il y a eu tellement de faux tests PCR que si on commence à faire des carnets de vaccination papier, ces carnets de vaccination seront produits à la gare routière, dans les marchés, un peu partout, et nous allons nous retrouver avec des données biaisées sur la vaccination contre la Covid-19. Il y a le suivi, évaluation et la prise en charge des effets indésirables et les éventuels chocs anaphylactiques. Ça veut dire que les personnes qui présenteront des effets indésirables seront pris en charge dans notre structure hospitalière. Les médecins sont avertis, les médecins sont informés, ils sont formés pour la prise en charge des effets indésirables que les personnes pourront présenter après la vaccination. En conclusion, mesdames et messieurs, je voudrais dire que la lutte contre la Covid-19 aujourd'hui tend vers sa 4e phase, la phase de la vaccination. Vous avez vu sur la courbe évolutive de la pandémie de la Covid-19 où nous avons pu stabiliser la seconde vague. Nous sommes dans une phase en plateau. Nous avons pu canaliser la flambée épidémique du mois de février. Si rien n'était fait, on devait avoir plus de nouvelles contaminations par jour. Nous devions avoir plus de décès par jour. Grâce à l'anticipation, grâce à l'engagement, grâce à la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous avons pu atténuer l'impact de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Pour dire que depuis mars 2020, notre pays est fortement éprouvé par la pandémie de la Covid-19. Si la Covid-19 est pour nous aujourd'hui synonyme de tristesse à cause des deuils enregistrés dans la famille, synonyme de douleur pour de nombreuses familles, pour les enfants qui sont aujourd'hui orphelins, pour les femmes qui ont perdu leur mari, pour les hommes qui ont perdu leur femme, synonyme de souffrance pour les malades qui sont, à l'heure où nous sommes ici, en train de respirer avec de l'oxygène, certains sont intubés, synonyme de malheur pour tous ceux qui continuent à mourir pendant que nous étions avec le Premier ministre. Aujourd'hui, on lui envoie un tweet qu'elle avait un décès dans sa famille lié à la Covid-19, synonyme de détresse. La vaccination, mesdames et messieurs, la vaccination nous ouvre aujourd'hui une brèche d'espoir. La vaccination nous ouvre une brèche d'espoir, une brèche d'espérance pour les lendemains meilleurs, pour reprendre notre vie telle que le souhaite le président de la République.
Je me suis fait vacciner, j'aime mon pays, j'aime ma famille, vaccinez-vous, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. On va donc faire venir le professeur Marielle Bouillou, qui, elle, va nous entretenir sur la vaccination et vaccins. On rappelle également que toutes les informations liées à la vaccination seront données. Merci. Merci. Alors, nous allons parler de vaccination et de vaccins, avec ou sans S. Ensuite, considérer la spécificité de la COVID-19. Nous allons donc débuter diapositive. Pardon. Avec un peu d'historique, un peu d'histoire. Ça fait déjà 2 siècles que nous parlons de vaccins. J'ai représenté cette diapositive de M. Jenner, c'est un médecin anglais. C'est lui qui a imaginé la possibilité qu'un groupe d'individus au contact d'une maladie pouvait ne pas développer cette pathologie. En fait, il a observé que des fermiers qui vivaient entourés de vaches atteintes d'une maladie, la vaccine, la vaccine, c'était une maladie de la vache. Elles en mouraient, ces vaches, mais ces fermiers qui étaient contaminés, eux, ne présentaient que quelques lésions cutanées bénignes. Et donc, il a tout simplement fait une expérience. Il a pris les pustules que l'on voit sur la cuisse du monsieur. Il a pris donc ces pustules, juste un peu de liquide dans les petits boutons. Il les a injectés sur la main d'une fermière, il les a injectés sur la main d'un individu et il a regardé pendant plusieurs jours. Il s'est rendu compte qu'en fait, les gens étaient toujours exposés, mais ne présentaient pas justement la variole qui tuait énormément de personnes. Tout le monde se rappelle que la variole a été responsable d'épidémies mortelles. Mais le vrai concept de la vaccination, c'est Pasteur qui l'a imaginé. Pasteur s'est retrouvé un jour en face d'une dame qui lui a emmené son petit garçon mordu par un chien qui commençait à faire, par un chien, et tout le monde savait qui faisait des symptômes de rage, et tout le monde savait que toute rage déclarée était mortelle. Donc, il lui a inoculé le microbe de la rage, je vais le dire tout simplement, qu'il cultivait dans son laboratoire, mais il le lui a inoculé en le cultivant d'abord. Il l'a cultivé au laboratoire et il s'est assuré qu'en le cultivant, il perdait en fait toute sa virulence. Il devenait ce qu'on appelle atténué, c'était l'un des premiers vaccins atténués. Et lorsqu'il s'est assuré qu'il y avait suffisamment de virulence, il y avait moins de virulence, mais quand même le virus, le microbe, gardait ses capacités d'induire une protection, il l'a injecté à l'enfant. Et comme on connaissait la période entre la morsure de chien et la survenue de la rage et de la mort, il y a du décès chez les patients atteints de rage, il a donc observé le petit garçon pendant toute une période et il s'est rendu compte qu'effectivement le petit garçon a guéri. Il a été vacciné, il a été sauvé. Il a continué ses expériences, mais c'est de là qu'est né le concept de la rage. Et ainsi donc est né le concept de la vaccination. L'OMS aujourd'hui estime que la vaccination, c'est l'une des interventions de santé publique les plus efficaces
et représente le meilleur rapport qualité-coût. En général, très peu de doses, des toutes petites doses, administrées à un nombre important de personnes, donc à un coût très faible, et donc ces doses ont la capacité de permettre à quelqu'un d'avoir une protection durable contre le microbe contre lequel a été mis au point le vaccin. Le principe de la vaccination est simple. Il faut que l'organisme réagissent, notamment les mécanismes de défense d'un individu réagissent. On parle de réaction immunitaire. Et lorsqu'on inocule donc le microbe, on l'inocule pour mimer en fait l'infection. Parce que Pasteur nous a démontré que lorsqu'on a la maladie à bas bruit chez soi, notre système immunitaire est capable de reconnaître ce corps étranger qu'est le microbe et de développer donc des anticorps et un autre ensemble de systèmes immunitaires qui nous permettent donc de nous protéger contre une exposition extérieure ou une invasion ultérieure par ce microbe. En gros, qu'est-ce qu'il s'agit? On injecte le vaccin, il va préparer le système immunitaire et ce système immunitaire va répondre avec force au cours de la prochaine rencontre de l'individu, de l'organisme de l'individu avec le microbe. Et ainsi, il va répondre de façon forte parce qu'on va sécréter ce qu'on appelle des anticorps. Tout le monde le connaît. La première fois, on aura des anticorps, des premiers anticorps. Il s'agit en général de la première dose. Ensuite, ces anticorps vont garder la mémoire de l'infection. Ils vont garder donc la mémoire du microbe. Et lorsqu'on sera en contact une seconde fois, ils vont reconnaître très très rapidement. Et là, au lieu que la réponse immunitaire s'installe comme au cours d'une infection naturelle en 20 jours, 25 jours, en entraînant des symptômes, comme on voit en dessous, la vaccination n'entraîne pas ou très peu de survenue de symptômes, mais va entraîner une réponse immunitaire aussi importante, sinon parfois plus importante que celle de l'immunité naturelle au cours de la première dose. Et au cours de la seconde dose, on aura donc une immunité qu'on appelle protectrice durable. Un deuxième élément qui est très important et dont je pense que tout le monde a entendu parler depuis qu'on parle de vaccin, c'est cette histoire d'adjuvant. On a aujourd'hui, pour le sujet qui nous concerne, la Covid-19, des vaccins qui ne nécessitent pas d'adjuvant, d'autres qui ont des adjuvants. Donc l'adjuvant, c'est tout simplement une substance qu'on ajoute à celle du vaccin, du microbe qui est dans le vaccin, pour rendre ce microbe plus immunogène, pour stimuler encore plus fortement et garder plus longuement la production d'anticorps qui vont protéger donc l'organisme contre le microbe. Donc cet adjuvant, il s'agit souvent de l'hydroxyde d'aluminium. Il va donc obtenir une meilleure réponse immunitaire, renforcer donc l'efficacité du vaccin, assurer une immunité plus durable, mais il fait en sorte qu'on n'injecte pas ou on n'inocule pas, comme on dit, énormément de microbes, juste une petite quantité. Voilà. Et donc, comme je le disais, c'est du sel d'aluminium ou phosphate ou hydroxyde d'aluminium. Voilà. Et ainsi, on a donc pu mettre au point, depuis plusieurs années, 3 types de vaccins. Je vais passer rapidement les vaccins vivants atténués. Ces vaccins vivants atténués, c'est le principe que Pasteur a utilisé pour la rage. Et celui-ci, il permet de faire en sorte que les particules virales qui sont inoculées vont se disséminer rapidement dans l'organisme. Quand on parle d'inoculation, c'est quand on injecte. Nous avons tous été vaccinés une fois, donc nous recevons une piqûre. C'est soit du vrai virus, là on parle de virus, mais dont la capacité à entraîner la maladie est atténuée ou complètement endormie, soit alors un virus fait de in vitro, fabriqué complètement. À côté des vaccins vivants atténués, on a les vaccins inactivés. Mais on considère que les vaccins vivants atténués, à l'époque, entraînaient une meilleure protection et une protection plus durable. Ces vaccins inactivés, il y en a plusieurs. Je voudrais simplement souligner qu'ils concernent ceux dont on parle aujourd'hui,
à côté des vaccins vivants, des vaccins vivants atténués, les vaccins inactivés à ARN messager et les inactivés à vecteur viral. Les ARN messagers, vaccins ARN messagers, il s'agit des vaccins tels que celui de Pfizer ou celui de Moderna. Enfin, on va un petit peu parler de ces vaccins à ARN messager qui suscitent une frayeur pour lesquels l'infodémie a pris plus de place que le réalisme et que la fierté que nous avons tous de voir que dans le monde, il y a des chercheurs qui travaillent et qui travaillent dans un seul but, améliorer à chaque fois la qualité tout en assurant la survie et la protection des gens. Donc, l'ARN messager, c'est en fait, dans notre organisme, nous avons ce qu'on appelle un livre, un gros livre de recettes, on va le dire, qu'on appelle l'ADN. L'ARN messager, c'est juste une page, on va l'expliquer comme ça, donc une page d'une partie de ce livre. Et donc, ces vaccins ARN messagers vont permettre, en fait, ils ont fait une copie, ceux qui ont mis en place les vaccins ARN, ils ont fait juste une copie d'une page. Imaginez un livre de 1000 pages, on en fait juste une copie. Ils font une copie et cette copie d'ARN va être introduite dans des cellules, notamment pour les virus ARN contre la COVID-19, ce sont les cellules musculaires. Cet ARN messager va induire la production d'une protéine spécifique du virus, la protéine Spike. Il y a à peu près 2 mois, on a montré la structure du virus et on a vu que la protéine Spike est une protéine d'intérêt pour tous les coronavirus, mais surtout pour le SARS-CoV-2, tout simplement parce que c'est cette protéine qui permet de faire le diagnostic, qui est identifiée pour le diagnostic. C'est cette protéine qui a permis de mettre au point les vaccins, comme ceux à ARN et les autres, mais aussi c'est cette protéine qui est aussi concernée par la survenue des variants. On a parlé de variants anglais il n'y a pas longtemps. Donc, au sein de la cellule, la protéine va rentrer, l'ARN messager va rentrer dans un constituant de la cellule et va faire en sorte que la cellule de la personne à qui on a injecté cet ARN messager va induire la fabrication d'une protéine S qui sera tout de suite reconnue par notre organisme et qui nous permettra de fabriquer des anticorps. L'ARN messager, là, qui est une copie du génome qui existait dans le noyau d'une cellule du virus, ne peut jamais faire un retour, ne va jamais repartir dans le noyau, ne va jamais repartir dans un autre noyau de n'importe quelle cellule de l'organisme pour modifier l'ADN, pour modifier le génome. Il est de toutes les façons trop fragile et lorsqu'il va dans un sens, il ne repart pas dans l'autre sens, dans l'autre direction. Et en plus, lorsqu'il est utilisé, il est très, très rapidement, mais vraiment en l'espace de quelques minutes, dégradé, détruit par notre organisme. Alors donc, juste pour dire que eux aussi, ces virus ARN messagers, en plus de sécréter des anticorps que l'on connaît tous, qui nous protègent contre des infections ultérieures ou contre une gravité due à un microbe qui nous aurait infecté ultérieurement, cet ARN messager va aussi entraîner la stimulation d'autres cellules immunitaires que l'on appelle les lymphocytes. Comment donc répondons-nous à un vaccin? Lorsqu'on nous injecte la première dose est tout simplement là pour, comment on va dire, entraîner l'organisme à produire à stimuler le système de défense de l'organisme, l'entraîner à produire des anticorps et donc des lymphocytes. Ensuite, avant que le taux d'anticorps et le taux de lymphocytes disparaissent, on doit injecter la deuxième dose, la dose de rappel, qui, celle-là, va, lorsqu'elle arrive dans un organisme déjà boosté, va encore entraîner une production plus forte, plus longue et véritablement durable de ces anticorps et de ces cellules protectrices. On voit bien ici, en 30 jours, on n'a plus d'anticorps qu'on appelle IgG après la première dose. Et alors que lorsqu'on donne la deuxième dose, vous voyez, 120 jours, au bout de 4 mois, on a toujours un taux d'IgG qui est même d'anticorps qui est supérieur
à celui qui a été induit après la première vaccination. Alors, ce concept, comme on peut bien le comprendre, explique ce dont le ministre de la Santé a parlé tout à l'heure, les délais entre 2 doses. Les essais cliniques qui sont faits, les études sur les vaccins qui sont faits, permettent d'étudier cette évolution, ce qu'on appelle cinétique, et ça permet justement de trouver le meilleur moment au cours duquel il faut faire la deuxième injection pour une bonne réponse. Quel est l'impact du vaccin, notamment lorsque on fait un programme vaccinal, on fait le design d'une campagne de vaccins comme c'est aujourd'hui? Alors, on voit bien que, comme on l'a observé depuis décembre 2019 pour la COVID-19, en rouge, on a d'abord une incidence, un nombre de cas qui augmente considérablement. Et en vert, on voit le nombre de personnes qu'on vaccine. Lorsque le nombre de personnes qu'on vaccine augmente, on voit bien que la courbe rouge baisse, donc le nombre de personnes infectées baisse. Mais il y a aussi une réalité. Tout ce que nous consommons est capable d'entraîner ce qu'on appelle une mauvaise réaction de notre organisme. Notre organisme est la machine humaine la plus parfaite. Dès qu'on lui donne quelque chose qui ne lui correspond pas, il réagit de quelque façon que ce soit. C'est une réaction qui peut être une réaction uniforme chez tout individu, ou chaque individu, en fonction de son organisme, qu'il soit gros, peut-être parce qu'il est plus gros, peut-être parce qu'il a un foie plus gros, peut-être parce qu'il a un problème de circulation sanguine, on va prendre tout un exemple, va réagir différemment même c'est pour ça qu'on voit ce qu'on appelle les allergies, à un même aliment, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle une susceptibilité individuelle de chacun. Donc, plus on va vacciner des gens, plus ces gens vont présenter, on va notifier de plus en plus des événements indésirables. Si on en vaccine 2, on n'en aura pas. Mais on va commencer à en vacciner 1000, 1 million, 10 millions, et là on va en notifier. Ce qui va arriver à ce qu'on voit sur la deuxième ligne, au moment où il y a un accroissement de la couverture vaccinale, à cause de ces événements indésirables, les gens vont commencer à perdre confiance. Parce qu'on va dire oui, mais ce vaccin entraîne énormément d'effets indésirables. Le risque, c'est que les gens vont commencer à perdre confiance, les gens risquent de ne pas venir se vacciner. Et qu'est-ce qui arrive? Ça a été démontré pour tous les autres vaccins. Il y aura une reprise d'une flambée de la maladie contre laquelle le vaccin est censé nous protéger. Et c'est cette flambée de la maladie qui est justement responsable parfois de nombreux décès, parce que l'immunité au cours de l'immunité collective d'une population vaccinée n'est pas encore complètement atteinte, et donc les gens ne sont pas complètement protégés. Ceux qui ne veulent pas se vacciner vont recontaminer ceux qui n'ont peut-être eu qu'une dose, ou alors ceux qui ont carrément arrêté, refusé, et ça va entraîner une flambée de la vaccination. Mais en général, dans ces programmes, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte après que le nombre d'événements indésirables, c'est la ligne en bleu clair tout en bas, n'est pas souvent élevé. En général, surtout ceux qui sont graves, n'est pas élevé. On parle d'événements indésirables, on verra tout à l'heure, tout ce qui survient, tout symptôme qui va survenir à partir du moment où on a été vacciné. J'ai été vacciné ce matin, 30 minutes avant la fin de la période d'observation, j'ai continué à avoir mal. Si j'avais plus mal qu'au moment où on m'a piqué, j'aurais informé le médecin pour lui dire « j'ai un peu plus mal ». Tout le monde va penser que c'est anodin, mais cet élément sera notifié dans le cahier comme un événement indésirable parce que la douleur a augmenté d'intensité. Ce n'est peut-être pas le vaccin, c'est tout simplement dû peut-être à une réactivité à une injection. Et lorsqu'on va continuer, ça arrive toujours dans tous les cas. On va arrêter donc la transmission de la vaccination et on peut aboutir à l'éradication de la maladie. Monsieur le ministre de la Santé parlait d'espoir, d'espérance. Ce sont deux mots qui se ressemblent mais qui n'ont pas du tout la même signification lorsque on est dans le contexte dans lequel nous sommes depuis plus de 15 mois. Et donc, justement, la vaccination est un espoir, entre autres, d'arriver à l'éradication. Pourquoi pas? Il y a des maladies qui ont été éradiquées du fait de la vaccination.
Et voilà l'impact de la vaccination et des campagnes. Ici, ce sont des diapositives faites en France. Je ne vais pas les commenter, tout le monde le voit. Lorsqu'on a fait des campagnes de vaccination plusieurs années successives, on a pu, vous voyez les courbes, diminuer la survenue ou l'incidence de la rougeole, de l'hépatite B, de la poliomyélite. Et j'ai voulu représenter ce qui s'est passé aussi avec le personnel de santé qui est très fortement exposé à certains pathogènes, comme celui du virus de l'hépatite B. Et vous voyez en bas à droite que même chez les personnels de santé continuellement exposés, lorsqu'on a augmenté ce qu'on appelle la couverture vaccinale, c'est-à-dire le nombre de personnes vaccinées correctement, on a baissé la survenue le nombre de la survenue de cas d'hépatite B. Les vaccins marchent chez les enfants. Et c'est un principe connu. Pourquoi avons-nous insisté? Aujourd'hui, on parle de la vaccination contre la Covid-19. Tout le monde dirait, mais pourquoi parler de la vaccination? Si je questionne, plusieurs personnes dans la salle me diront que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles ne se sont pas fait vacciner. Parce qu'on connaît tous le PEV, le programme élargi de vaccination. On sait qu'en général, ce programme élargi concerne les enfants. Et donc, très peu d'adultes, quand il ne s'agit pas de nécessité de voyage ou une grossesse, se font vacciner. Et la couverture vaccinale des adultes, même en vaccins normaux tels que le BCG, elle est très très faible, en dessous de 5% dans la majorité des pays du monde. Donc, notre propos cet après-midi, pour accompagner le plan national de vaccination, c'est pour dire que la vaccination marche. Aussi bien qu'elle a marché chez les enfants, comme je vous l'ai démontré, elle marche aussi chez les adultes. On parle de la Covid-19. Pourquoi une arme? Certains diront oui, mais vous nous avez dit que les mesures barrières marchent. Oui, les mesures barrières marchent. Mais Monsieur le ministre vient de présenter tout à l'heure l'évolution du nombre de cas. Cela fait plus de 5 semaines qu'on a près de 160 nouveaux cas par jour. Heureusement pour nous, le nombre de cas n'augmente pas. Donc on pense que le nombre de cas s'est stabilisé avec les mesures qui ont été déployées et qui sont mises en place ici au Gabon. Le problème, c'est qu'après 6 semaines, il faut songer à autre chose. Soit il y a une lassitude, soit on a atteint le niveau d'efficacité maximale des mesures mises en place. Et ça, c'est toute une stratégie, même une stratégie de guerre. Il faut renforcer les guerriers. Et le renforcement des guerriers, justement, c'est la vaccination. La vaccination qui est à l'origine de cette tristesse, de ces malheurs, parce que c'est vrai qui est à l'origine, justement, qui va nous permettre de sortir de la tristesse et du malheur, parce que la Covid-19 a plus d'1 an, comme je vous le montre, elle n'a pas seulement eu comme conséquence les décès ou les hospitalisations. Elle a fait perdre des revenus à des familles. Elle a fait interdire ou limiter la fréquentation des lieux de culte. Elle a fait rompre les stocks de médicaments, des stocks de médicaments dans les pharmacies, aussi bien pour les personnes non hospitalisées que les personnes hospitalisées, parce qu'il s'agit d'une maladie virale qui, elle, entraîne ce qu'on appelle en médecine une défaillance multiviscérale. Tous les organes peuvent être attaqués, tous les organes peuvent être en dysfonctionnement, alors on utilise les médicaments les plus forts pour justement pouvoir sauver les gens. Et j'en passe, retard de prise en charge d'autres pathologies, perturbations scolaires. En Europe, on parle d'enfants déscolarisés, perturbation des modes de sociabilité, on ne s'embrasse plus, on ne tient plus la main de sa maman, on ne discute plus avec les maîtresses, etc. Aujourd'hui, voici ce matin le taux de couverture vaccinale mondiale. Je viens de rappeler qu'on parle de la Covid-19 et du SARS-CoV-2 depuis, on va dire, décembre 2019, donc à peu près 15 mois. Mais si on regarde la vaccination qui a commencé il y a à peu près, on va dire, 2 mois, au début janvier, alors qu'il s'agit de nouveaux vaccins mis au point très récemment, on se rend bien compte on prend l'exemple des Seychelles ou d'Israël, 59% de la population est déjà vaccinée. Le premier pays africain francophone, c'est le Maroc, qui a commencé il y a à peu près 6 semaines, a déjà vacciné 11,5%. Il s'agit que de quelques éléments de la liste des pays qui ont commencé la vaccination.
mais pour montrer que justement nous sommes en phase avec ce qui se passe à l'extérieur et que le besoin est là et la nécessité est là, j'ai voulu montrer cette diapositive. Nous avons pu passer la première phase. Nous nous en sommes mieux sortis que l'Occident. Il n'y a aucune raison qu'avec la vaccination, nous ne faisons pas autant, sinon mieux, pour justement sortir encore gagnant, peut-être même plus gagnant, parce que justement le contexte est celui-là, qu'ailleurs. Alors, pourquoi cela est possible? Pourquoi autant de personnes, des millions de personnes vaccinées? Parce que les chercheurs, les compagnies pharmaceutiques, les médecins soignants, les infirmiers, les biologistes et même les malades ont permis de mieux connaître et de mieux cerner tous les déterminants de la COVID-19, aussi bien la susceptibilité, aussi bien comment l'organisme réagit, aussi bien la réponse immune. Donc, il y a une course effrénée aux informations. Il y a aussi une course effrénée à la mise en application de ces informations en tenant compte de tout ce que la recherche, tout ce que la science et tout ce que la médecine avait déjà avait déjà développé comme stratégie, comme mesure, etc. Et oui, le 31 décembre, déclaration de l'OMS, on ne parle que du 31 décembre 2019, ça fait à peine 14 mois. Le 9 janvier, découverte du SARS-CoV-2. Regardez, en même pas 3 jours, c'est-à-dire en même pas 12 jours, les Chinois ont déjà pu déterminer le génome du virus, ce génome qui est notre mémoire. Nous avons tous un génome, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Cela s'est passé très très rapidement, alors qu'on sait que par exemple le génome du virus, du parasite responsable du paludisme a été mis au point seulement il y a moins de 20 ans. Alors, le 16 mars, déjà, lorsque les premiers cas ont commencé, on a commencé ce qu'on appelle les premiers essais cliniques. On a commencé à évaluer les médicaments pour pouvoir justement juguler la pandémie. En avril, il y avait déjà 115 candidats à vaccins. Les chercheurs, les compagnies pharmaceutiques avaient déjà pu identifier 115, on va dire, médicaments immunologiques qui seraient capables d'induire une protection une protection contre certaines formes de la maladie ou les formes graves de la COVID-19 par les individus qui auraient été infectés. Et 9 novembre, premier résultat d'efficacité, début de la vaccination en début décembre en Grande-Bretagne. Comment cela a été possible? Je ne reviens pas là-dessus. Tout le monde connaît, je pense, quand je passe à la télé, en général, j'aime beaucoup parler de la protéine S. C'est celle qui est responsable, qui me demande de la couronne, soit bleue, soit rouge, soit verte, du coronavirus. Pourquoi on l'a mieux connue? Parce que tout simplement, il existait d'autres virus, tels que le SARS-CoV et le MERS, qui sont déjà d'autres coronavirus, qui avaient déjà été responsables d'épidémies. On a donc profité des connaissances qu'il y avait déjà sur ces deux virus pour approfondir celle du SARS-CoV-2. Et donc, c'est la protéine S, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle permet le diagnostic, elle permet la mise au point de vaccins, elle est aussi à l'origine de variants. Son intérêt particulier, c'est qu'on a très vite détecté son importance capitale pour le virus. C'est elle qui permet au virus d'aller se lier aux cellules respiratoires et de pénétrer ces cellules respiratoires. Et c'est elle qui est responsable de la contagiosité des virus. Donc, le principe des vaccins, justement, a été de développer donc la réponse immunitaire, la production d'anticorps en présentant la protéine S au système immunitaire de la personne qui a été vaccinée, de telle sorte que ce système immunitaire, ses défenses, produisent des anticorps. Habituellement, le vaccin se développe en moyenne en 12 ans. Comme c'est là, on a les phases chez l'animal sur la gauche, et après on a les phases chez l'homme en rouge, en jaune, en bleu. Et puis dès que les phases 3 sont terminées, qu'on a étudié chez l'homme en plusieurs étapes, on peut avoir une autorisation de mise sur le marché. Et quand cette autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation est obtenue, on arrive à la phase 4.
Cette phase 4, c'est celle à laquelle nous sommes. C'est le déploiement d'un vaccin à large échelle, mais ce déploiement, monsieur le ministre de la Santé vient de vous le dire, exige de continuer à avoir les informations sur le vaccin. Pas tant sur son efficacité, qui a déjà été déterminée en phase 2 et en phase 3, mais surtout sur les effets indésirables. La connaissance de ces effets indésirables va permettre d'observer ce que l'on voit sur les notices de tous les médicaments, tous les vaccins, un effet indésirable fréquent, un effet indésirable rare, une contre-indication, etc. On a dit tout à l'heure que le ministre a dit tout à l'heure que les enfants de moins de 18 ans ne sont pour l'instant pas éligibles. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances sur la tolérance de ces vaccins chez les enfants. Les essais cliniques qui ont permis de mettre au point ces différents vaccins ont été faits chez des adultes et des personnes âgées de plus de 18 ans. Il en a été de même pour les femmes enceintes. Donc, voilà un peu, les vaccins, la majorité ont été mis au point en moins de 12 mois. Avec plusieurs plateformes, on l'a dit tout à l'heure, soit des plateformes classiques, des technologies classiques qui utilisent des virus entiers inactivés, qui utilisent des vaccins sous-unitaires, ou des plateformes qui ont permis d'utiliser ces plateformes d'acide nucléique. Ces plateformes existaient, elles ont seulement été réadaptées, réorientées, et on a expérimenté avec le SARS-CoV et la protéine Spike. Ensuite, on a donc fait le design de ces vaccins, et aujourd'hui, il y en a 12 qui sont en phase 3, donc qui sont déployés, parmi lesquels ceux dont on parle souvent, les vaccins ARN, mais aussi le vaccin Sinopharm. La phase 4, pourquoi? Parce qu'il faut surveiller le médicament, il faut enregistrer, il faut évaluer les effets secondaires. Le vaccin est un médicament, mais il s'agit d'un médicament immunologique qui est capable d'induire une réponse immunitaire. Tous les médicaments qui existent sont des médicaments pour lesquels aujourd'hui on continue à renseigner les directions des médicaments, les autorités de régulation sur les survenus d'effets indésirables. Et cela nous permet de dire si les effets indésirables sont très fréquents, très rares ou exceptionnels. On parle d'exceptionnels, surtout lorsqu'il s'agit de réactions anaphylactiques, d'allergies graves qui entraînent une hospitalisation. En général, pour tous les vaccins, elles surviennent dans moins de 1 cas sur 1 million. Voilà. Donc, la surveillance des effets indésirables, la pharmacovigilance, qui est une composante importante de notre campagne de vaccination, a pour objectif donc de vérifier la qualité du vaccin lorsqu'il est administré, lorsqu'il est conservé, et comment on le stocke, et comment le processus de vaccination est enclenché. Je vais donc avancer sur la pharmacovigilance, on en a parlé, pour revenir sur ce qu'on appelle les MAPI. Ce sont justement la notification de tous ces symptômes, tous ces signes, toutes ces anomalies biologiques qui seraient liées au vaccin, pour lesquelles on aurait admis l'imputabilité du vaccin et qui surviendrait chez tout un individu. Ce système de pharmacovigilance est mis en place et va être justement déployé pour le vaccin. Il s'agit ici de la campagne de vaccination donc, qui va être mise en place. Monsieur le ministre en a parlé, tout simplement pour préciser que tous les vaccins mis au point, développés depuis ces 12 derniers mois, ils ont à peu près 3 objectifs, mais le plus important, c'est d'abord de faire baisser la mortalité et de faire baisser le nombre de formes graves, le risque de formes graves. C'est l'objectif et le critère d'efficacité de ces vaccins. La vaccination sera gratuite et volontaire. La sécurité, c'est la pharmacovigilance. Je ne reviens plus sur la priorisation. Monsieur le ministre en a parlé. Je vais quand même un peu parler du vaccin Sinopharm qui est utilisé depuis hier. Le vaccin Sinopharm, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est un vaccin inactivé, donc qui a été mis au point en utilisant un processus connu et ancien.
d'une souche, le virus a été isolé d'une souche de plusieurs souches qui sont survenues, qu'on a recueillies chez des individus infectés. Et ces souches, lorsqu'on les a étudiées au laboratoire, on a vu que leur protéine S avait près de 100% de similitude avec la protéine S du virus qui circule depuis. Et en plus, ces souches étaient très immunogènes. Donc, la boîte du vaccin se présente comme celle-ci. Elle contient 3 flacons. Et en général, il s'agit de flacons avec de flacons unidoses, un seul flacon. Donc, un flacon par individu. Et comme on vous l'a précisé, il s'agit soit de seringues pré-remplies, mais la quantité de liquide qui est injectée est de moins de 1 millilitre, 0,5 millilitres par individu. On administre donc 2 doses, une à J0, une à J21. C'est vrai qu'ils ont testé J28, mais la réponse immunitaire est meilleure pour la majorité des individus 3 semaines après. L'efficacité varie entre 79 et 86%. Cela veut dire que 86% des personnes vaccinées, même si elles sont infectées après la vaccination par le SARS-CoV-2, ne développeront pas de forme clinique et de forme clinique grave, parfois pas de forme clinique pour la plupart, et n'en mourront pas. Les études faites sur des milliers de personnes ont montré que même la proportion de personnes infectées, la contagiosité était plus faible chez les patients vaccinés lorsqu'on les a comparés à un autre groupe de non-vaccinés. Alors, je ne vais pas revenir sur les effets indésirables. Les plus fréquents, ce sont ceux qu'on connaît tous, une rougeur, un œdème, des démangeaisons. On les classe aussi comme sont classés les effets indésirables de tout vaccin ou de tout produit pharmaceutique. Et c'est à l'issue des connaissances, de toutes ces connaissances d'efficacité, d'adjuvants, de population cible sur la maladie, qu'on a mis au point les outils que chaque personne, chaque volontaire qui voudra aller se faire vacciner aura des outils qui seront présentés à chaque volontaire. Parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle les outils, le formulaire de critères d'éligibilité. Ce formulaire a un seul objectif, de vérifier qu'on ne présente pas de contre-indication à la vaccination. On prend donc la date de naissance, on recherche les antécédents médicaux à la recherche d'une comorbidité, une infection Covid-19 de moins de 90 jours, et il se présente comme si le formulaire, vous répondez oui ou non. Lorsque vous avez répondu non à toutes les questions, vous êtes éligible à la vaccination. Il faudra signer ce formulaire pour confirmer que les informations que vous avez données sont vraies, parce que nous sommes toujours en phase 4 d'évaluation de la tolérabilité des vaccins, et c'est une phase 4 qui est mondiale, donc il faudrait renseigner. Il faudrait que si par hasard il arrive la survenue d'effets indésirables ou de MAPI, on puisse s'assurer qu'à cet individu qui a été vacciné, on a recherché l'absence de critères de contre-indication. À côté de ça, lorsque vous avez été éligible, vous allez signer ce qu'on appelle un formulaire de consentement éclairé. Ce formulaire de consentement éclairé, vous le signez lorsque vous présentez tous les critères d'éligibilité, aucune contre-indication, et que le médecin vous a dit, vous êtes vacciné. On prend un exemple, vous ferez vacciner. Vous devrez, par tel vaccin, c'est le vaccin Sinopharm, vous avez 80% de chances de ne pas faire d'infection ou de faire une infection asymptomatique grâce à ce vaccin, mais il peut arriver des effets secondaires. Ces effets secondaires, les plus fréquents sont ceux-ci, ceux-là, et les plus rares et les plus graves, ils arrivent dans tant de pourcents de cas. Si vous êtes d'accord, vous allez signer ce document pour confirmer que vous avez bien compris, que vous acceptez volontairement de vous faire vacciner. Ceci, toujours pour prévenir en cas de MAPI, et c'est un protocole d'usage pour les études de pharmacovigilance. Ce formulaire de consentement éclairé est signé par le volontaire et contresigné par le médecin qui examine et qui reçoit le volontaire et qui vérifie ses critères d'éligibilité pour la vaccination. Ensuite, lorsque vous allez vous faire vacciner, l'agent vaccinateur va remplir une fiche de vaccination. Cette fiche de vaccination est très importante pour les autorités de régulation.
Elles permettent aussi de continuer le processus de pharmacovigilance. Elles permettent de noter l'heure, la date et le lieu, ainsi que la zone de vaccination. Je me suis fait vacciner sur le bras gauche. Si dans 5 jours, j'ai un abcès sur le bras droit, la douleur n'existe plus, je vais aller dire j'ai un abcès sur le bras droit, sur le deltoïde droit, c'est dû au vaccin, parce que vous m'avez injecté. Au site de vaccination, on va sortir la fiche de vaccination, on va dire non madame, vous avez été injecté sur le bras gauche, ce que vous ressentez est un effet indésirable, mais il n'est pas du tout lié à la vaccination, parce que non seulement ce n'est pas connu, mais le point d'injection n'est pas celui qui a été utilisé, celui de la vaccination. Il est signé aussi par l'agent vaccinateur. Ensuite, on va donc noter la survenue de mon abcès sur le bras droit sur une feuille et la notifier à la sous-commission pharmacovigilance qui va analyser la relation entre la survenue de cet abcès. Il se peut qu'effectivement le vaccin entraîne des abcès. Moi, je ne le savais pas, mais eux, ils le connaissent. Ils vont le notifier et notifieront non seulement les autorités de santé, notamment le ministre de la Santé, mais aussi la compagnie qui a fabriqué le médicament pour dire, bon, on a eu quand même des cas d'abcès. Et comme on l'a dit, pour tous les patients, il existe un suivi. Le ministre de la Santé vient de vous le montrer. Ce suivi se fait à peu près pendant 6 mois. La pharmacovigilance, le suivi est plus ou moins régulier pour chaque volontaire pendant 6 mois. Il concerne un examen clinique, on vous prendra la température, on va chercher les événements indésirables et pour certains, on va étudier la réponse immune. On sait tous qu'on a réagi un peu différemment en termes de mortalité vis-à-vis de la Covid-19. Peut-être qu'on réagira mieux à la vaccination et que très rapidement nous serons protégés et la transmission sera réduite. Lorsqu'il n'y a pas d'événement indésirable, pour tout patient quand même, on prend des informations sur l'âge, les antécédents de maladie, on examine à chaque visite ou au moins on a un cahier d'observation, de recueil de données qui permettra, si le patient vient se plaindre de quelque chose, de le rapporter et de le garder sur le site de vaccination. Voilà. S'il s'agit d'un dispositif complémentaire, il est important de le rappeler. Celui qui se vaccine a toujours l'obligation de porter son masque, de respecter la distanciation physique, de respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives. Il ne faudrait pas sortir de la salle de vaccination en enlevant son masque en disant « je suis libéré ». Non, c'est là d'où vient le « je protège les autres ». La vaccination va nous protéger nous-mêmes contre les formes graves, mais ne va pas nous protéger contre une éventuelle contamination. Nous aurons plus de chances d'être asymptomatiques, de contaminer et de tuer ceux qui ne seront pas, pour l'instant, éligibles à la vaccination. Voilà. Donc, on conserve les mesures barrières, mais on incite tout le monde à se faire vacciner parce que l'objectif de vacciner 50 à 70% de la population permet d'avoir une immunité collective. Je vais terminer par cette diapositive. On voit bien qu'au début, en haut à gauche, chez les personnes non immunisées, une personne infectée a eu, au bout de plusieurs jours, contaminé une dizaine de personnes, parmi lesquelles 1 ou 2 sont décédées. Ça, c'est chez les non-vaccinés. Chez les vaccinés, une personne infectée, en dessous, qui est immunisée, qui est resté à côté d'autres individus. Vous voyez qu'en bas à droite, la circulation du virus a été ralentie ou même bloquée et que personne n'est en rouge, n'est mort et il y a très peu de jaunes, très peu de personnes contaminées. Je vous remercie. Merci, professeur Boyou. Donc, on va à nouveau installer le ministre de la Santé, mais également le professeur Marielle Boyou, afin de répondre à quelques questions. Malheureusement, le temps court, il est pratiquement 17 heures, donc on va aller très rapidement sur les questions, et donc on va aller sur la toute première question. Alors, aujourd'hui, nous avons au niveau du Gabon, le vaccin disponible, c'est le Sinopharm, et dans quelques semaines, nous aurons la possibilité d'avoir le vaccin de la Russie. Et là, de suite, on souhaiterait savoir quelle est la différence entre ces vaccins, sinon quelle différence présente-t-il
en termes d'efficacité. Je vais vous rejoindre. Alors, vous avez vos micros juste à côté. On va aller très rapidement. On va répondre aux questions au fur et à mesure. C'est peut-être mieux. Alors, si je peux me permettre, Monsieur le Ministre, ce sont deux vaccins qui utilisent deux principes différents. Le vaccin Sinopharm est un vaccin vivant, inactivé plutôt, et le vaccin Sputnik est un vaccin qui utilise ce qu'on appelle un vecteur viral, deux principes différents pour la vaccination. En termes d'efficacité, elle est statistiquement comparable, c'est-à-dire qu'elle est au-delà pour les deux vaccins de 80%, ce qui est justement une norme en termes d'efficacité de médicaments. D'accord. Alors, ces vaccins est-ce que ces vaccins, quand je parle de ces vaccins, je fais allusion bien sûr, dans quelques semaines, nous aurons le vaccin russe. Est-ce que ces vaccins, aujourd'hui, sont efficaces contre le variant? Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, nous avons eu le variant britannique au niveau du Gabon. Écoutez, merci. Je pense que, comme je l'ai dit lors de mon intervention, l'objectif, c'est de protéger la population. Et les vaccins que nous allons acquérir sont des vaccins qui ont un large spectre, c'est-à-dire protègent contre les variants, jusqu'à ce qu'on démontre le contraire. Mais pour l'instant, les vaccins dont nous disposons, Sinopharm, Sputnik et les autres vaccins que nous aurons à acquérir permettront de pouvoir couvrir tous les variants qui apparaissent actuellement, tout en sachant qu'il y aura toujours un nombre important de nouveaux variants parce que le virus de la Covid-19, c'est un virus qui se multiplie beaucoup en faisant des erreurs. Et lorsqu'il se multiplie en faisant des erreurs, ces erreurs sont appelées des variants. D'accord. Et voilà. Alors, professeur Bouillou, dois-je me faire tester avant l'administration du vaccin? Se faire tester, si ce n'est pas une obligation formelle. D'accord. Il faut tout simplement connaître quand même son statut. D'accord. Parce que justement, une infection récente peut justement entraîner une réponse immunitaire trop importante. D'accord. Donc en fait, dans les sites, les volontaires verront qu'il est fortement conseillé d'avoir au moins, de connaître son statut contre la Covid-19. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on a quand même fait un petit constat. Aujourd'hui, on ne connaît pas exactement les effets secondaires du Sinopharm. Est-ce qu'au niveau de la Chine, on a les résultats proprement dit de l'utilisation de ce vaccin? Est-ce que ces résultats sont positifs, vu qu'on va aujourd'hui utiliser ce vaccin? On va dire on va l'administrer à pratiquement toute la population gabonaise, sinon la moitié. Professeur Bouillou, allez-y. Je vous remercie. Je pense que je viens de montrer les effets secondaires. Ce sont des effets secondaires habituels des vaccins. Il n'y en a pas de spécifiques. Les effets secondaires les plus fréquents sont ce qu'on a, la douleur au point d'injection, un petit peu de fièvre qui disparaît tout seul en moins de 48 heures, des courbatures, etc. Il y a certes des effets secondaires plus rares, graves qui sont décrits, mais à ce jour, il n'y a pas de décès liés à l'utilisation du vaccin Sinopharm. D'accord. Okay, je voudrais compléter la réponse du professeur Bouillou en disant qu'effectivement, pour ces effets secondaires, il faut toujours faire une analyse sur le bénéfice-risque. C'est quoi les effets secondaires mineurs par rapport à une hospitalisation en réanimation ou le risque de décès? D'accord. Vous voyez, donc, lorsque vous faites cette balance entre l'avantage et le risque, vous dites que mieux vaut me faire vacciner et peut-être gérer les petits effets secondaires qu'on peut avoir. Le professeur Bouillou l'a dit tout à l'heure, c'est quasiment 1 ou 0,5% ou 0,01% des personnes qui font des effets secondaires graves. D'accord. Mais nous sommes dans une pandémie meurtrière, difficile à gérer. Le vaccin aujourd'hui constitue notre seule alternative pour pouvoir sortir de cette pandémie. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, on va finir rapidement, il va nous rester 2 questions avant que de prendre les questions des journalistes dans la salle. Puis-je être porteur du Covid-19 et transmettre le coronavirus alors que j'ai été vacciné? Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, je suis porteur, j'ai été vacciné, est-ce que c'est possible de pouvoir transmettre alors que j'ai été vacciné? Absolument.
C'était la conclusion de ma présentation. Le vaccin est une arme supplémentaire. Ne dispense pas de l'utilisation des mesures barrières. À 12 mois ou 15 mois, voilà, au lieu de 12 ans, le mieux que les chercheurs et les scientifiques ont pu faire, c'est de prévenir ce qui fait la gravité de cette pandémie, c'est-à-dire la survenue de formes graves et de décès. D'accord. Par contre, on peut toujours être infecté, comme je l'ai dit, je le répète, être asymptomatique et être contagieux. C'est pourquoi je voudrais rajouter, comme le professeur Bouillou l'a dit, c'est que même si on est vacciné, respecter les mesures barrières, toujours porter le masque, se laver les mains et respecter la distanciation. Alors aujourd'hui, on sait que les enfants ne pourront pas se faire vacciner, surtout s'ils sont âgés de moins de 18 ans. Est-ce que finalement un passeport vaccinal serait-il mis en place au niveau du Gabon pour ceux et celles qui souhaiteraient se déplacer? Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de vacciner la population et de protéger la population contre la Covid-19. Vous voyez, les pays qui parlent du passeport vaccinal sont des pays qui ont déjà atteint une bonne couverture de vaccination. Nous, on ne fait que démarrer. Ce sont des questions qui peut-être plus tard pourront être étudiées, mais pour l'instant, notre objectif, c'est de pouvoir vacciner la population pour qu'on n'enregistre plus ces décès, pour qu'il n'y ait plus autant de personnes en réanimation. 100 personnes, dont 30 personnes en réanimation, c'est trop pour un petit pays comme le Gabon. Donc c'est ça notre objectif, protéger, sauver la population. Merci, Monsieur le Ministre. On va donc prendre les questions des journalistes. Rapidement. Bien, bonjour Monsieur le Ministre, professeur. Bien donné que c'est moi qui ai le micro, ou les micros, je vais commencer par une question simple. Allez-y. Alors, Monsieur le Ministre, aujourd'hui nous avons vu le plan élaboré de vaccination nationale. Combien de temps va-t-il durer ce plan? Et c'est vrai que le président l'a dit, la santé n'a pas de prix, mais on aimerait quand même savoir combien va coûter ce plan national de vaccination sur le territoire national. La dernière question, Monsieur le Ministre, sur la fiche de consentement que les patients vont devoir remplir, quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour des personnes de mauvaise foi? Parce qu'on sait que tout le monde veut se faire vacciner, mais certainement en faisant fi des réalités. L'objectif, c'est de se faire vacciner, mais au niveau du comité pharmacovigilance, quelles seront ces dispositions par rapport aux personnes qui feront preuve de mauvaise foi? Voilà, c'est ainsi mes questions. Merci. Vous pouvez répondre, allez-y. Vous avez parlé du coût de la vaccination. Je vais vous parler de quelques scénarios qui ont été faits. Si on achète Pfizer, nous sommes à 80 milliards en termes de budget vaccination. Lorsqu'on prend Moderna, nous sommes autour de 43 milliards en termes de vaccination. Et aujourd'hui, nous sommes sur des discussions. C'est ça l'avantage des initiatives COVAX et l'initiative de l'Union africaine. C'est vrai, ça traîne un tout petit peu. C'est vrai qu'on ne veut pas nous donner gratuitement les vaccins, mais ça nous permet quand même d'avoir des facilités et des facilités d'achat à un prix raisonnable. Le budget global n'est pas loin de 30 milliards. Ça coûte cher. Nous n'avons pas, notre pays, nous n'avons pas ces avantages que certains pays ont de bénéficier gratuitement. Heureusement que la diplomatie avec la Chine, c'est une diplomatie agissante et nous avons vu que la Chine nous vient en aide. Mais le plan national de vaccination nous coûte cher et le gouvernement mobilise énormément de ressources. Vous voyez, là nous avons la vaccination, mais le dépistage se poursuit. La prise en charge gratuite des personnes contaminées par la Covid-19 se poursuit, aussi bien en réanimation qu'en ambulatoire. Vous savez en Europe combien coûte une journée en réanimation dans un service? 2000 €. Donc 1,2 million, voire 1,3 million, une journée d'hospitalisation. Ça veut dire que le coût de la Covid-19 aujourd'hui est extrêmement élevé et nous devons encourager le gouvernement en adhérant à toutes ces initiatives qui visent à stopper la chaîne de propagation de cette pandémie. Merci, Monsieur le Ministre. Autre question? Allez-y. Oui, Monsieur le Ministre, je suis Jean-Claude Nonamo de Radio Sainte-Marie, les médias catholiques. Je voudrais déjà vous remercier pour
J'ai envie de dire ce petit constat qui a été fait à la première époque avec un nombre très limité en termes de communication. Nous sommes devant une pandémie qui fait des ravages. Je pense que l'élargissement de la communication à tous les médias, je le dis comme ça, c'est également un facteur très appréciable dans la lutte contre cette maladie. Et je pense particulièrement aux médias communautaires qui sont beaucoup plus des bons relais pour une campagne de vaccination. Et puis, simplement, dans vos sorties, je ne vous apprends pas ça, les Gabonais sont encore très sceptiques sur cette maladie. Au cours de vos sorties, on vous a vu en train d'ouvrir un congélateur comme étant peut-être un truc de consommation, de conservation des vaccins. Est-ce que vraiment vous pouvez rassurer devant les Gabonais qui nous regardent qu'en conservant le vaccin, même dans les congélateurs de maison, parce que ça avait l'air d'un congélateur de maison, ça ne pose aucun problème? Merci. C'est juste dommage qu'on ne retienne pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas le fait d'ouvrir un congélateur. On aurait pu poser la question au ministre, quel est le type de congélateur, quel est le type de congélateur qui a été ouvert? Ce n'est pas un congélateur, c'est un réfrigérateur qui permet de garder les vaccins de 2 à 8 degrés. Nous, ça nous disperse ce genre de distraction. Nous sommes dans une phase où nous devons nous concentrer sur toutes les stratégies nécessaires et efficaces pour protéger la population contre la Covid-19. Donc, on n'est pas dans la distraction, on est sur du sérieux parce que les autorités veulent que la pandémie puisse véritablement être derrière nous. Je voudrais aussi qu'il y ait, comme le principe de la vaccination, une presse volontaire et gratuite. Vous voyez, pour accompagner le COPIL dans la riposte contre la Covid-19. Merci. On va prendre une dernière question. Allez-y, Hans de l'Union. Merci. 2 questions principalement. La première, elle concerne les personnes ne pouvant pas bénéficier de la vaccination. Je voudrais savoir simplement qu'est-ce qu'on entend par maladie du système. Et la deuxième question serait de savoir, Monsieur le ministre, quel est le protocole de vaccination qui a été établi pour les communautés étrangères vivant dans notre pays? Je vous remercie. Merci. Bon, le professeur Bouillou va peut-être... la maladie du système, c'est une maladie générale, c'est-à-dire que c'est une maladie qui entraîne un désordre de notre système de défense, de notre système immunitaire. Ce sont des maladies rares, extrêmement rares, qui effectivement entraînent le désordre immunitaire. Ce sont des maladies inflammatoires. Pourquoi, pour l'instant, ces personnes ne sont pas éligibles? Parce que, comme le professeur Bouillou vous l'a expliqué tout à l'heure, l'injection de la dose de vaccin va entraîner une réaction immunitaire. Si vous avez déjà une maladie immunitaire, vous voyez, la réaction va être multipliée par 2, par 3, par 4 et peut entraîner à ce moment-là des réactions, des effets secondaires beaucoup plus importants. C'est pourquoi, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que l'information scientifique en matière de la Covid-19 est dynamique. Elle évolue tous les jours. Il y a quelques jours, avec le professeur Bouillou, avec l'équipe, on parlait de l'interdiction aux femmes enceintes de se faire vacciner. Mais rien que ce matin, il y a eu une évolution là-dessus, en disant que les femmes enceintes qui ont des comorbidités pouvaient se faire vacciner. Que les femmes enceintes qui travaillent qui ont une activité professionnelle à haut risque peuvent se faire vacciner. Donc, c'est dynamique, les choses évoluent. Peut-être que les personnes qui ne sont pas éligibles aujourd'hui pourront être éligibles demain. Pour ce qui est de la vaccination, c'est le principe d'équité. C'est le principe de non-stigmatisation et de non-discrimination. Donc, dans notre stratégie, nous n'avons pas dit que c'est une stratégie nationale uniquement pour les Gabonais. C'est toutes les populations vivant au Gabon qui sont concernées par cette vaccination. Donc les Gabonais, les résidents et les communautés étrangères. Professeur Bouillou, pour compléter. Je voudrais juste dire que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on pense qu'on aura beaucoup plus d'informations sur les enfants, les immunodéprimés, etc. Comme vient de le dire Monsieur le ministre,
Toutes ces contre-indications le sont jusqu'à ce que les données scientifiques prouvent l'efficacité et prouvent ce qu'on appelle l'innocuité, donc la bonne tolérance de ces vaccins dans ces populations qui sont porteuses justement de ces maladies qui entraînent pour beaucoup des désordres immunitaires ou bien alors des risques hémorragiques. Alors, rapidement, est-ce qu'une nouvelle vaccination serait-elle nécessaire chaque année? Alors aujourd'hui, le professeur Bouillou l'a dit dans son exposé, c'est vrai que c'était... il y a des parties qui étaient très techniques, mais tout y était. Qui disait qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul sur la durabilité de l'immunité que confère le vaccin. Aujourd'hui, on parle de 6 mois. Donc, peut-être qu'avec beaucoup de recul, on dirait que le vaccin nous protège pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Mais le moment venu, il y a des communications qui seront faites pour édifier la population sur la durabilité de la protection du vaccin. Est-ce qu'on sera obligé finalement de se faire vacciner pour pouvoir voyager dans les jours à venir? Écoutez, si le pays d'accueil où nous voulons aller exige la présentation de la carte de vaccin, vous serez obligé de vous faire vacciner, à défaut de rester dans votre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et également, merci au professeur Bouillou. On va donc terminer là-dessus. Merci à vous de nous avoir regardés sur nos médias partenaires, mais également sur Gabon Première et Gabon 24, ainsi que Radio Gabon. Il est 17h15. Le couvre-feu, donc exactement, j'ai envie de dire 45 minutes. Merci à vous et à très prochainement. Voilà, nous venons de suivre toute la conférence de presse qui a été donnée ce jour sur le plan, justement, national de vaccination. Docteur Olivia Abiba, qu'est-ce que l'on peut retenir après tout ce qui a été donné comme explication? Alors, merci encore. Ce qu'on peut retenir, c'est le plan national de vaccination répond aux questions suivantes. Pourquoi vacciner la population? Qui vacciner? Avec quoi vacciner la population? Comment? Et le ministre a répondu que nous allons vacciner les populations pour réduire les décès et réduire les formes graves de la maladie, pour aussi protéger le système de soins. Vous savez que les personnels de santé sont très touchés, le système de soins des personnels de santé, et pour assurer une vaccination qui est sécurisée. Comment, avec quoi va-t-on vacciner? Nous savons que pour le moment, nous avons 2 options. Nous avons le vaccin chinois, le SARS-CoV-2 inactivé, et nous allons avoir dans quelques jours, dans quelques semaines, le vaccin Sputnik V. Qui va-t-on vacciner? Ce sont les populations cibles, les personnes qui sont vulnérables, qui sont atteintes de comorbidité, les professionnels qui sont exposés. Comment va s'organiser la campagne? Voilà un peu ce qui a été en fait le sujet, les grands points de cette conférence de presse. Alors, c'est vrai que le ministre gabonais de la Santé est revenu sur la question liée au scepticisme, mais qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui aux Gabonais qui nous regardent? Quel est le message à apporter davantage pour que ces derniers comprennent la nécessité de se faire vacciner, de participer à cette campagne nationale de vaccination? C'est vraiment une question très pertinente. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une 2e vague de l'épidémie, une vague qui est redoutable. Le ministre vous le disait tout à l'heure que nous avons déjà enregistré 25 décès, alors que le mois de mars n'est pas encore terminé. Nous sommes à 17 000 cas positifs. Nous perdons des professionnels de la santé, nous perdons les forces vives de la nation. Pour un pays à petite population comme le nôtre, il est impératif de réduire le nombre de décès. Il est impératif d'arrêter cette hémorragie et nous encourageons vivement les populations à se faire vacciner. Alors, je voudrais aborder avec vous une question. Peut-être qu'il y a eu un manque de précision, mais en ce qui concerne le plan national de vaccination, à l'intérieur du pays, il y a quand même des zones reculées. À court, moyen et long terme, qu'est-ce qui est prévu puisque vous êtes responsable adjointe?
Ok. Oui, effectivement, dans l'intérieur du pays, vous pouvez vraiment être tranquille. L'intérieur du pays n'a pas été oublié. Le ministre disait que nous allons étendre, en commençant par les 2 régions sanitaires. Nous parlons souvent de régions sanitaires, donc de provinces les plus touchées, qui sont le Haut-Ogooué et le Goué maritime, après l'estuaire. Et puis ensuite, nous allons enchaîner avec les autres régions sanitaires. Nous serons d'abord au niveau des capitales provinciales. Mais il est prévu une extension aux départements sanitaires avec des centres de santé, des centres médicaux à l'intérieur des provinces, des infirmeries de garnison, toutes les structures des forces de défense et de sécurité. Donc vraiment, les populations peuvent être rassurées. Le vaccin va être étendu à toutes les couches de la nation. Et donc, pour la vaccination, il y a une première dose et ensuite une seconde. Oui, tout à fait. Pour le moment, nous avons le vaccin chinois. S'administre en 2 doses, une première dose à J0 et ensuite à J21. Il en va de même aussi pour le vaccin russe. Mais vous avez entendu, le ministre a parlé d'une opportunité avec la plateforme de l'Union africaine pour obtenir le vaccin américain Johnson & Johnson, qui pour le moment, dans le monde entier, est le seul vaccin qui s'administre en une seule dose. Et donc, les Gabonais vont certainement avoir aussi ce vaccin. Et donc, ce que l'on retient, c'est qu'il est important de se faire vacciner contre la Covid-19 aujourd'hui. Tout à fait. Il est vraiment important. Nous allons revenir, c'est de la redite, oui, mais il faut stopper l'hémorragie. Nous ne pouvons pas continuer avec cette pandémie qui fragilise l'économie de notre pays, fragilise la société, fragilise le système de santé. Il faut stopper l'hémorragie. Vaccinons-nous. Le ministre disait, j'aime mon pays, j'aime ma famille, je me fais vacciner. Merci à vous, docteur Olivia Biba, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable adjointe au comité d'élaboration du plan national de vaccination et à vous qui êtes restés les nôtres sur Gabon 24 dans le cadre de cette conférence de presse dédiée à l'explicatif sur l'élaboration du plan national de vaccination au Gabon contre la Covid-19. N'oubliez pas, l'actualité continue sur Gabon 24 via nos réseaux sociaux, mais également sur notre site en ligne www.gabon24.ga. La pandémie du nouveau coronavirus continue de sévir à travers le monde. Continuons de respecter les mesures barrières. Au revoir.